Bonjour à tous, bienvenue sur cette présentation du marché du Royaume-Uni. Je suis Marie-Françoise Boulina de l'ANA et vous allez avoir comme intervenante de Business France Pauline Gauthier qui est chef de projet agro au Bureau Business France de Londres et Margot Le Garnigou qui est chargée d'études internationales à Business France. Je vais donc leur laisser la parole et puis on prendra les questions-réponses à la fin de cette présentation. Voilà. Donc, je vous laisse la parole, Margot ou Pauline. Je ne sais pas qui c'est qui commence. Alors, du coup, je vais commencer, rapidement en présentant donc le Royaume-Uni, avec quelques informations clés. Ce qui est important à savoir, c'est que le Royaume-Uni est un marché qui est plus ou moins, équivalent, à la taille de la France. On a une population qui est équivalente, on a un PIB par habitant qui est équivalent, donc chaque année ça dépend un peu, la France est devant ou le Royaume-Uni est devant. On a aussi un pays qui est extrêmement centralisé, donc sur les 67 millions d'habitants, pardon, il y en a presque 10 millions qui sont à Londres. Donc Attendez, comme en f excusez-moi oui, de vous arrêter, mais je ne sais pas pourquoi j'ai une transcription en anglais qui se fait, en même temps. c'est normal. Heu, c'est normal? Oui, c'est après vous pouvez la télécharger ou pas, mais c'est normal en fait et il connaît pas le français Teams, donc Teams, il ne propose que la transcription en anglais. Vous pouvez la fermer si vous voulez, D'accord, excusez-moi. pas de souci. Et donc oui, on a un marché qui est finalement, relativement équivalent à celui de la France, très centralisé. Après, la différence majeure, c'est qu'on va avoir, 9 du revenu en Grande-Bretagne qui est consacré à l'alimentation, contre 12 en France. Et donc il faut savoir qu'en fait, là-bas, l'alimentation, les consommateurs n'ont pas du tout le même rapport, avec l'alimentation qu'on peut avoir en France. Et finalement, c'est aussi un marché où la nourriture est parmi la moins chère en Europe, même si c'est en train de changer un peu avec l'inflation et le Brexit, des détails que Pauline vous racontera plus tard. Alors justement, pour faire un petit point conjoncture plus court terme, on est en ce moment au Royaume-Uni face à un taux d'inflation qui est très élevé. On était à 13% au mois d'octobre, qui est principalement dû à l'augmentation des prix de l'énergie. Alors en parallèle de ça, on voit une augmentation des salaires sur cette fin d'année et l'année 2023 pour essayer de contrebalancer cette inflation. Mais comme on le voit, comme vous le voyez sur cette slide, on est face à un taux d'inflation de 13%, une augmentation de salaire de 6%. On a quand même des consommateurs qui perdent du pouvoir d'achat. Et le tout combiné, aujourd'hui, on évalue la perte du pouvoir d'achat à environ 1,5% des ménages britanniques et ça va continuer de s'aggraver en 2023 pour atteindre 2,25%. On a un taux de chômage qui reste assez faible par rapport à nos voisins européens, mais qui est beaucoup plus élevé que celui qu'on connaît d'habitude au Royaume-Uni, puisqu'on est à 6% contre un peu moins de 4% traditionnellement. Alors bien sûr, cette conjoncture, elle a des conséquences à court terme et on se demande un peu quelles seront les conséquences à long terme parce qu'aujourd'hui, celles-ci sont difficiles à évaluer. On voit un attrait de plus en plus grand pour les produits de marques distributeurs, sachant qu'au Royaume-Uni, on a déjà une très forte confiance accordée par les consommateurs aux marques distributeurs. On se pose des questions sur la consommation des produits bio. Est-ce qu'elle va réellement diminuer et de façon très importante et de façon pérenne? Aujourd'hui, on n'en est pas encore certain. La question se pose aussi des dépenses sur le circuit HoReCa, donc hôtellerie, restauration, catering. Est-ce que ce circuit va être fortement impacté par la conjoncture ou est-ce que les consommateurs justement vont continuer à se faire plaisir en sortant et vont se serrer la ceinture sur des investissements plus grands? C'est un peu toutes les questions qui se posent dans la conjoncture actuelle. On peut passer à la slide suivante et je te repasse la parole, Margot. Oui, alors, au niveau pour faire un petit point, importation,
Donc le Royaume-Uni, le marché agroalimentaire, il est estimé à 112 milliards de livres, donc c'est quand même un marché majeur en Europe. C'est le 7e importateur agroalimentaire mondial et le 4e européen. Et c'est le 6e client de la France en 2021. Alors il faut savoir qu'habituellement, il est plutôt au niveau de la 4e place, mais il a été 3e en 2020 et il y a eu un vrai effet de stockage en fait en prévision du Brexit. Du coup, l'an passé, il y a eu un fort recul, mais on s'attend à ce qu'il regagne probablement une place cette année. Et donc le Royaume-Uni a importé l'équivalent de 49 milliards de livres en 2021. Avec comme premier fournisseur donc les Pays-Bas à 12% et ensuite l'Irlande et la France à environ 9%. Donc ça montre en fait que finalement les fournisseurs sont très divers, il n'y en a pas un qui écrase les autres. Et donc la France notamment est très présente sur le segment des vins, donc on va être à peu près à 25% de part de marché dans les importations britanniques, des produits laitiers et de tout ce qui est produits de BVP. Et on voit que finalement on a encore malgré le Brexit, on a encore une grosse dépendance à l'Union européenne. Il y a 2/3 des importations pour l'instant qui viennent encore de l'Union européenne. Après, c'est vrai qu'on s'attend en fait à une part croissante des pays tiers dans les années à venir parce que forcément les échanges seront simplifiés en quittant l'Europe. Alors, pour avoir une idée assez synthétique du marché agroalimentaire, on est effectivement sur un marché qui, comme le disait Margot, importe beaucoup de produits du monde entier, notamment de l'Union européenne. Donc, on est sur un marché qui est extrêmement concurrentiel et donc, par voie de conséquence, mature. On est sur un marché qui a à peu près tout ce dont il a besoin, mais on est sur un marché qui est toujours en recherche d'innovation et donc sur lequel on va toujours rechercher les dernières innovations en termes de saveur, de texture, de packaging, de nouveaux produits et sur lequel les produits français bénéficient d'une image très positive et une forte appétence des consommateurs et des professionnels, notamment parce que les consommateurs, les Britanniques vont beaucoup en vacances en France. Et donc, quand ils sont en France, ils ont vraiment cette habitude de découvrir les saveurs locales et les produits agroalimentaires français. Et ils aiment retrouver un peu leurs souvenirs de vacances quand ils rentrent à la maison et retrouver des produits qu'ils ont découverts en France. Et donc, ça aide beaucoup du côté de nos exportations de produits gourmet français. En termes de circuit de distribution, on est sur un marché sur lequel la grande distribution est super puissante, sur lequel le circuit RHF est quand même vitrine. Il y a beaucoup de choses à faire. On a un e-commerce qui est extrêmement développé et également tout le circuit des livraisons à domicile qui est en très forte croissance depuis depuis longtemps maintenant, et ça date pas seulement de la crise Covid. En termes d'agroalimentaire et d'agriculture, on est sur un pays qui cherche à produire plus en local, à produire plus vert et à être plus rentable. Mais même si on promeut de plus en plus le consommer local, on est quand même sur un marché qui aujourd'hui n'est pas capable de répondre à ses besoins agroalimentaires et donc sur lequel il y a beaucoup de choses à faire quand on est un exportateur européen et notamment français. Si on enchaîne et qu'on regarde un peu les tendances qui aujourd'hui animent le marché, on a 5 grandes tendances aujourd'hui qui résument un peu ce qui se passe sur le marché agroalimentaire et notamment des produits alimentaires sur le marché britannique. Tout d'abord, la première tendance, c'est la recherche de valeur. On a des consommateurs qu'on appelle des foodies qui sont exigeants. Exigeants, ça veut dire qu'ils sont prêts à payer un prix premium pour des produits, mais il faut toujours être capable de justifier son prix. Donc, est-ce que le produit est plus cher parce qu'il présente des innovations particulières en termes de saveur, de recettes, de texture ou encore de bienfaits pour la santé? Est-ce qu'on est sur un produit qui a une plus forte valeur parce qu'il est authentique? Et donc, authentique, quand on parle de produits authentiques, il faut être capable de raconter son histoire. Le storytelling est très important ici au Royaume-Uni. Et on verra que le marketing est un élément essentiel pour percer sur ce marché. On a aussi une forte appétence pour les produits artisanaux et notamment les spécialités régionales, d'où, entre autres, à cette bonne connaissance des régions françaises des Britanniques. La deuxième grande tendance, c'est
un attrait grandissant vers une consommation plus éthique et plus éco-responsable. Donc, on pense bien sûr aux produits bio. Tout d'abord, on a une forte croissance des produits bio. Alors, on est au Royaume-Uni aujourd'hui quand même très en retard sur la France sur la consommation des produits bio et sur la distribution des produits bio, dans le sens où on a peu d'enseignes spécialisées dans le bio. Par contre, les produits bio sont dans les supermarchés, dans les ailes de supermarchés, mélangés aux produits traditionnels. Donc, on est sur un modèle de distribution du bio qui est très différent de celui de la France. On a un fort attrait pour les protéines végétales, bien sûr, toutes les alternatives aux protéines animales aujourd'hui au Royaume-Uni. Et puis, bien sûr, les labels Fairtrade, tout ce qui est label durable. Et puis, bien sûr, si on parle de consommation éthique et éco-responsable, on pense au packaging avec un pays qui a une très forte ambition de réduire son utilisation des emballages plastiques qui sont aujourd'hui encore très présents, notamment dans la grande distribution, et donc avec des acheteurs qui sont très sensibles à ce qu'on peut leur proposer en termes de packaging renouvelable, recyclable et sans plastique. La troisième grande tendance, c'est la tendance santé, bien-être qu'on retrouve aussi dans de nombreux pays occidentaux, pardon, avec des consommateurs qui cherchent à avoir une alimentation qui leur fait du bien. Alors, c'est assez paradoxal parce que les Britanniques sont quand même encore très gourmands et assez consommateurs de junk food, mais néanmoins, on voit vraiment grandir la consommation de produits véganes, végétariens, même si une faible part de la population est végane. On a beaucoup de végétariens et de véganes à temps partiel. Un grand attrait pour les produits, les boissons avec des taux d'alcool réduits ou carrément sans alcool, les produits sans allergènes, bien sûr, ou tous les produits qui peuvent revendiquer des allégations fonctionnelles. Et puis aussi, on recherche aujourd'hui des produits qu'on appelle ayant des credentials de clean labeling, donc des produits moins transformés, avec moins d'additifs, notamment sur toute l'alimentation infantile. La quatrième grande tendance qui anime le marché aujourd'hui, c'est celle de la facilité et la simplicité. Moi, je dis souvent que les Britanniques sont les rois du snacking et du préparé. Ils ont redécouvert pendant la crise Covid le plaisir de cuisiner à la maison avec des ingrédients, à partir d'ingrédients de base, mais on est quand même sur une population qui aime gagner du temps en cuisine, qui aime manger sur le pouce. Donc, on mange énormément de snacks sucrés, salés, gourmands ou sains. Beaucoup de plats préparés aussi. On mange aussi beaucoup de takeaway ici, des plats à emporter. Et donc, on recherche tout ce qui peut faire gagner du temps en cuisine, que ce soit les ingrédients prédécoupés, pré-cuits, pré-assaisonnés, pré-cuisinés. On est vraiment sur toute la chaîne de transformation pour faciliter la cuisine à la maison. La dernière tendance, c'est une tendance vers une production locale plus verte et plus éco-responsable, comme je vous en parlais en introduction, mais qui nous concerne un petit peu moins aujourd'hui puisqu'on fait un focus sur les produits alimentaires. Merci Margot. On peut ensuite passer sur la distribution alimentaire. Donc, si on se plonge un peu dans les circuits de distribution britanniques, on peut passer à la slide suivante. Je vous le disais tout à l'heure, on a une grande distribution qui est très puissante, mais qui perd doucement du terrain face aux discounters, alors qui font partie de la grande distribution, mais qui grappillent du terrain sur nos traditionnels Big Four, qui étaient Tesco, Sainsbury's, Asda, Morrisons, sachant que Aldi, le discounter, vient de passer pour la première fois de l'histoire devant Morrisons, et donc intègre ce quatuor de tête des Big Four. On a aussi de plus en plus de commerces spécialisés qui se développent avec des consommateurs qui ont envie d'être conseillés, qui veulent monter en gamme et qui aiment avoir une discussion avec un épicier. Et donc, cette grande distribution qui est quand même encore très, très puissante, mais qui doucement se voit perdre un peu du terrain par rapport à ses concurrents. Si on passe à la slide suivante et qu'on fait un petit focus sur le circuit hôtellerie, restauration,
On est sur un circuit qui est en rémission, qui a beaucoup souffert pendant le Covid, bien sûr, puisque on a été en confinement total pendant 9 mois sur 12 en 2020, mais qui reprend du poil de la bête. Alors, en termes de structure, on est sur un circuit RHF qui est quand même très peu concentré, puisque le leader, qui est McDonald's, n'a que 10% de part de marché, donc énormément d'acteurs de petite taille ou de taille moyenne. En 2022, on s'attend à retrouver tout juste des niveaux pré-pandémie avec des dépenses à près de 65 milliards de livres sterling sur le circuit RHF. Et puis, la question se pose de savoir si le nombre d'établissements, qui était donc très important, puisqu'on était à plus de 150 000 établissements d'hôtellerie-restauration en 2021, avec quand même un certain nombre de fermetures d'établissements. La question se pose aujourd'hui de savoir si on va reprendre une croissance sur les prochaines années. On se disait que fin 2022, on devrait tout doucement reprendre une tendance à la hausse. Un dernier point qu'il faut avoir en tête sur le circuit RHF, c'est la e-restauration qui est leader en Europe avec tous les géants de la livraison à domicile et de la e-restauration comme Uber Eats, Deliveroo, Just Eat qui sont présents au Royaume-Uni et dont un certain nombre pour Deliveroo et Just Eat sont britanniques, mais aussi des acteurs de plus petite taille mais qui sont spécialisés, par exemple comme Supper, sur la livraison de plats de restaurants gourmets. Si on passe à la slide suivante et qu'on regarde un peu la répartition entre les dépenses sur les circuits de vente à emporter et sur le circuit RHF, aujourd'hui, on est encore sur une proportion de près de 60% de dépenses sur le circuit de vente à emporter. Mais en fait, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que les frontières entre les circuits RHF et les circuits de vente au détail sont de plus en plus floues. Parce qu'aujourd'hui, dans la grande distribution britannique, par exemple, on retrouve beaucoup de plats de chaînes de restaurants comme Itsu, Wasabi ou Pizza Express. Et puis, on a aussi beaucoup d'établissements RHF qui sont présents sur les circuits de vente à emporter, de vente au détail. Et donc, c'est de plus en plus difficile de pouvoir distinguer l'un et l'autre. Et on a aussi beaucoup de plus en plus d'établissements de format hybride qui se développent, comme par exemple Champagne et Fromage à Londres, qui est à la fois un bar-restaurant, mais qui a aussi un coin épicerie fine, et puis qui vend aussi des produits en ligne, et donc beaucoup d'acteurs qui touchent un peu à tous les circuits de distribution. Si on passe à la suite et qu'on fait un petit focus sur le e-commerce alimentaire, on est au Royaume-Uni sur le premier marché e-commerce alimentaire européen, le 3e mondial. Donc, le e-commerce ne date pas du Covid chez nous. Il était déjà très fort avant. Bien sûr, il a augmenté de façon très importante pendant la crise Covid, et notamment, on a gagné des nouveaux consommateurs, comme des consommateurs plus âgés qui avant la crise sanitaire, ne faisaient pas leurs courses en ligne. On s'attend donc à une croissance du e-commerce d'environ 25% d'ici à 2024, donc encore une croissance très, très forte. Aujourd'hui, on a un taux de pénétration du e-commerce alimentaire qui est très, très, très important. On est à 7% sur les produits alimentaires et 10% sur le vin, qui est un des taux de pénétration les plus hauts du monde. On est sur un circuit e-commerce qui est quand même très concentré, puisque les 4 premières enseignes ainsi que les 4 premières enseignes de la grande distribution sont présentes sur le e-commerce et représentent près de 83% du chiffre d'affaires du e-commerce alimentaire. Mais on a aussi des acteurs comme Ocado, des acteurs pure players qui n'ont pas de magasin physique, qui ne sont présents qu'en e-commerce, qui progressent très rapidement. Si on passe à la suite, je repasse la parole à Margot pour étudier les opportunités pour les entreprises françaises. Oui, donc il faut savoir que donc cette présentation repose sur une étude de marché donc qui a été menée en 2021 et dans laquelle on a interrogé une quarantaine en fait d'acteurs britanniques. Une étude qui donc du coup a été réalisée en partenariat avec le ministère de l'Agriculture. Et ça a été intéressant parce que du coup on a étudié quand même plusieurs filières et donc il y a plusieurs
plusieurs éléments qui sont ressortis. Au niveau des produits d'épicerie, je pense que c'est le segment sur lequel on est probablement le plus présent aujourd'hui. Il faut quand même garder en tête qu'on a une offre locale, donc britannique, qui est développée et des consommateurs qui sont extrêmement exigeants, en termes de packaging. Et qu'on se rend compte finalement que la France pourrait être vraiment plus visible que ce qu'elle ne l'est actuellement. Pour l'instant, on a une offre qui est vraiment axée pour tout ce qui est épicerie sucrée, sur tout ce qui est confiture, et biscuits. On se rend compte qu'on a de la concurrence belge et italienne qui est extrêmement présente, et qui se positionne sur des segments. Donc ça va être, des biscuits, style gaufrettes, des pâtes à tartiner, des chocolats, des marrons glacés et cetera, sur lesquels, on pourrait très bien rivaliser, mais pour l'instant, on n'est pas forcément très, très présent. Hem, il faut garder en tête qu'en fait les consommateurs, britanniques, c'est ce que disait un peu Pauline, apprécient énormément les produits de spécialité, et il y a aussi un vrai attrait pour, tous les produits qui rappellent les vacances, sachant qu'il y a quand même beaucoup de Britanniques qui viennent passer leurs vacances en France et donc qui recherchent un peu ces goûts qu'ils découvrent en France, donc ne pas hésiter vraiment à miser sur ce type de produits, traditionnels et cetera. Hem et alors par contre surtout le marketing qui est aussi une absolue nécessité en Grande-Bretagne, c'est-à-dire qu'on a des consommateurs curieux qui vont pas hésiter à tester un produit. Par contre, on vend vraiment plus une histoire qu'on vend un produit. Donc mettre en avant tout ce qui est producteur, savoir-faire, tradition artisanale, la qualité et cetera et en fait, on se rend compte que bien présentés, les produits français vont être quand même en mesure de rivaliser justement ce qu'on disait avec les produits italiens, les produits belges qui pour l'instant, sont très bien implantés. Hem, on va aussi avoir, un attrait vraiment pour tout ce qui est cuisine du monde. On a des consommateurs qui sont extrêmement ouverts en fait aux spécialités étrangères. Donc tout type de produits, qui vont rappeler en fait des pays ou qui vont avoir cette connotation un peu cuisine du monde, vont avoir beaucoup de succès. Ça va aller de la classique, moutarde de Dijon à des sauces parfois estampillées, French cassoulet. Ou voilà, ça va être des dips, ça va être tout ce qui est préparation, des sauces, des bouillons et cetera, tout ça c'est recherché. Ça va être aussi donc des chutneys ou des fruits secs ou autres pour accompagner le fromage, par exemple. Tout ça, il y a aucun souci et c'est des produits qui ont vraiment encore de la place pour se développer, tant qu'on a un bon marketing. Ensuite, tenir aussi, et Pauline en parlait un peu de la tendance aux alternatives végétales pour les produits du quotidien et même pour les produits traditionnels. Ça va pas être des gros volumes, mais ça a du potentiel et à partir du moment où vous proposez des alternatives véganes, des alternatives sans gluten ou autre, il y a quand même une bonne chance que ça intéresse et au niveau du e-commerce aussi, alors il faut savoir que les produits en grande distribution restent quand même assez peu chers au Royaume-Uni, donc c'est compliqué en fait, mis à part dans certaines chaînes de proposer des produits et surtout de valoriser des produits. Par contre, pour ça, on a le e-commerce et le e-commerce fonctionne très bien pour les produits un peu plus chers parce que ça nous permet en fait de mieux les présenter, de partager un peu d'informations sur le producteur, voilà, de mettre en avant la qualité, les ingrédients et cetera et ça reste en fait un circuit qui aujourd'hui est très précieux pour des produits un peu plus valorisés et qui marche bien parce que comme Pauline le disait, en fait, le e-commerce, est quand même un canal qui s'est, vraiment, développé et qui aujourd'hui est inscrit dans les habitudes de consommation des Britanniques. Donc ça marche très bien et c'est à ne pas négliger. Au niveau des produits plus traditionnels aussi, donc tout ce qui est fromage et charcuterie, pour le coup, on est vraiment axé sur des produits de spécialité. Il faut savoir qu'au niveau des fromages, par exemple, on va être, sur des fromages français, donc très visibles. Généralement, l'offre française va être la plus visible, parmi toute la concurrence, européenne, voire même locale. On va être sur des grands noms, donc tout ce qui est, fromage de chèvre, on va trouver aussi, du Chaours, on va trouver du Comté, on va trouver du Brie, on va trouver des choses comme ça. On va trouver aussi des fromages un peu plus particuliers, donc du Morbier, du Saint-Nectaire, du Mont d'Or et tout ça, on va les trouver en grande distribution. Par exemple, la White Rose, on va les trouver en épicerie fine. Il y en a aussi qui vont proposer, ce genre de fromage en ligne. Donc pour le coup, tous les circuits sont envisageables. Et on a des consommateurs qui sont vraiment très ouverts au fromage, enfin qui sont des grands consommateurs de fromage et qui sont très ouverts au fromage, étranger. Après, on a une utilisation qui est aussi, différente, c'est-à-dire qu'au Royaume-Uni, on est beaucoup sur le fromage à consommer comme ça, mais on va être aussi beaucoup, par exemple, sur le fromage, à cuisiner, le fromage à griller. En ce moment, il y a une grande tendance pour tout ce qui est, halloumi, chypriote, donc le fromage qu'on va mettre à griller. Ils font aussi du camembert à cuire et cetera. Ils sont extrêmement inventifs sur les utilisations des fromages. Au niveau de la charcuterie, on va être vraiment une offre française qui est axée autour de la saucisse sèche, des saucissons, et qui parvient vraiment à exister face à la concurrence qui est principalement, espagnole et italienne. Après au niveau du jambon, ça va être
Oui, enfin, pour les jambons crus, ça va être vraiment tout ce qui est Italie et Espagne, et pour les jambons cuits, ça va être plutôt Royaume-Uni. C'est vrai que la France pourrait se positionner, mais pour l'instant ne l'est pas. Et sinon, on va retrouver vraiment, pour le coup, sur le haut de gamme, des pâtés terrines françaises, sachant que le saucisson français, lui, va être retrouvé en supermarché. Dans tous les supermarchés, vous avez au moins une référence de saucisson français de Tesco à White Rose, plus sur le haut de gamme, etc. Mais il y a quand même des choses à faire. Par contre, ce qu'on nous a souligné quand même de beaucoup, c'est que finalement les Italiens et les Espagnols sont parvenus à construire une véritable identité autour de leur charcuterie, ce qui manque un peu en fait pour la charcuterie française. Il manque un peu une unité qui permettrait d'aller venir et de dire: «Bah, regardez, voilà, on a tout cet assortiment», et d'avoir le poids en fait de plusieurs producteurs, pour pousser un produit. Et donc voilà, mais on a quand même des opportunités sur ces secteurs. On va avoir au niveau des fromages, en fait, tout ce qui est donc les fromages à base de lait de chèvre, enfin, tous les fromages, ça peut être, lait de chèvre, ça peut être brebis, ça peut être lait de vache, voire fromage vegan, parce que là aussi, c'est une micro-tendance, mais il y a quand même de la demande de la part des acheteurs. On n'a pas d'obstacle à la consommation de fromage au lait cru, qu'on va retrouver aussi bien en grande distribution que dans les épiceries fines. Hem Et donc tout ce qui est tendance actuelle, c'est ce qu'on disait, les fromages à griller, les fromages aromatisés, ne pas hésiter à proposer des combinaisons originales. On parlait justement de tout ce qui était, chutney et cetera. Il faut savoir qu'un fromage va être rarement consommé tout seul en grande bouteille, donc vraiment, en fait, ne pas hésiter à pousser, voilà, un assortiment, avec les fruits secs, avec le chutney qui accompagne, vraiment un petit guide de consommation, et ce sera toujours, apprécié, et ça joue aussi un peu dans tout ce qui est, bah, produits innovants. Hem Sur ce genre de produit, il faut bien garder en tête que, c'est vrai qu'en France, on a quand même une production qui est très qualitative. On a une production qui est à base d'AOP. L'AOP n'est pas comprise, en fait, par le consommateur moyen britannique, et qui va pas forcément être sensible en voyant, en voyant marqué, AOP ou IGP. Par contre, ce qui est très important, c'est d'expliquer ce qu'il y a derrière, parce que finalement, on en revient à cette notion de storytelling. Vous vendez une histoire par un produit, et on sait que voilà, quand il y a une AOP, normalement, il y a une histoire. Il y a une histoire à mettre en avant, il y a une histoire traditionnelle, et ça va être extrêmement, vendeur, en fait, auprès des Britanniques. Hem Et donc tout ce qui est aussi, emballage attractif, ne pas hésiter vraiment à prendre, une approche régionale, en fait, à parler un peu de la région sur l'emballage, plus qu'une approche, française avec un drapeau français, parce qu'il y a aussi cette notion de terroir qui finalement, plaît beaucoup aux consommateurs. Et ensuite, vraiment, nouvelles utilisations, adaptation des recettes. Donc ça va être, prenez un fromage français et vous le transformez en fromage à cuire ou autre. Hem Et ensuite, jouer sur les saisons, les fêtes. C'est très important. Il faut savoir que les Britanniques, par exemple, ne vont consommer moins de fromage que les Français toute l'année. Par contre, à l'occasion des fêtes de fin d'année, ils vont consommer énormément de fromage, et en fait, les acheteurs, à ce moment-là, recherchent beaucoup, beaucoup de fromage français. C'est l'occasion de faire tester de nouveaux produits, donc ils vont acheter des petites quantités, mais qui vont être déjà prédéterminées et qui vont tester, en fait, qui vont tester sur le marché britannique à cette occasion. On va retrouver aussi beaucoup de fromages truffés, de fromages aux fruits secs ou autres, enfin des choses, un peu plus haut de gamme. Hem Et tout ce qui est aussi donc extrêmement, important, donc Pauline en parlait, mais ce qui simplifie un peu la vie. Par exemple, on va être sur du pré-tranché, pour la charcuterie. On va être sur des plateaux de fromage tout faits qui servent notamment à en fait mettre en valeur des fromages classiques qu'on va connaître, le camembert, le brie, tout ça, et qui vont vous mettez un petit bout de morbier ou autre, qui vont en fait aider à faire découvrir de nouveaux fromages, et ça, c'est particulièrement apprécié. Aussi bien justement, auprès des consommateurs finaux, donc vous allez retrouver ce genre de plateau de fromage, par exemple, à Marks& and Spencer ou Waitrose, pardon. Mais surtout ce qui est, pré-tranché, ça peut être aussi, justement destiné aux pubs ou aux bars à vin ou aux gastropubs, dont le nombre finalement se développe, au Royaume-Uni, qui n'ont pas forcément beaucoup de place pour avoir une grande cuisine, un grand espace de stockage, et en fait, à partir du moment où vous leur fournissez du pré-tranché, vous simplifiez largement, leur vie, et finalement, on se rend compte que c'est aussi quelque chose qui est très demandé, et que les Britanniques n'ont pas de souci, en fait, pour payer justement, payer un supplément pour avoir ce genre de service. Et donc sont ravis, en fait, d'avoir des produits français, qui leur sont fournis, sur un plateau, si je puis dire. Et donc ce genre de produit marche bien, et ce genre de produit surtout a encore des perspectives, malgré le contexte du Brexit, et surtout tout ce qui est produits traditionnels et cetera.
ça apparaît quand même comme des produits innovants, donc n'hésitez pas, vous pouvez proposer n'importe quoi et puis après on vous dira oui ou non, mais tant que ça reste une nouveauté, un produit traditionnel, il y aura toujours des gens qui seront intéressés pour ce genre de produit. Au niveau des fruits et légumes, c'est quand même plus compliqué parce que pour le coup, on est quand même sur un marché qui est vraiment un marché de commodité. Il faut savoir que les fruits et légumes ne sont pas chers du tout, au Royaume-Uni, et qu'il y a pas du tout cette notion, alors ça commence à émerger un peu, mais clairement on est très en retard par rapport à la France. On va avoir des fruits et légumes qui vont venir du monde entier, parce que finalement c'est le prix qui importe. Même avant le Brexit, il y avait déjà quand même une offre qui était très, très importante. Vous allez retrouver par exemple de l'ail chinois, vous allez retrouver des pommes d'Afrique du Sud, des kiwis néo-zélandais. Il y a jamais cette notion en fait de kilomètre, alimentaire qui intervient. Et donc ce qui fait qu'en fait, c'est un petit peu dur pour l'offre française, d'être valorisée. Pour l'instant, on se limite vraiment aux pommes. On a beaucoup, beaucoup de pommes françaises, au Royaume-Uni, mais après c'est en concurrence de l'offre locale, donc les 2 se complètent. Certains produits de niche à très faible volume, donc là, par exemple, on vous a mis l'exemple des kiwi berries que vous trouvez chez Marks & Spencer qui viennent de France. Occasionnellement pour compléter certaines lignes, donc ça va être de tout ce qui est ail, oignon, fruits à noyaux, choux, chou-fleur, et cetera. Ça leur arrive, d'acheter français. Et sinon, tout ce qui est, épicerie fine ou restauration haut de gamme, pour des produits vraiment qualitatifs, là aussi, on va être quand même beaucoup sur du français. Heu et donc voilà, ça, il y a pas de raison que ça s'arrête demain. Après, c'est juste que les volumes sont quand même, limités. Et actuellement, donc le marché, en fait, en fruits et légumes est pratiquement saturé, donc c'est quand même compliqué de se positionner. Après, il y a quand même quelques éléments à prendre en compte. Il y a beaucoup, beaucoup de fruits et légumes qui viennent de très loin. Alors c'est vrai qu'on a eu une année où les coûts de transport ont été particulièrement élevés, donc l'offre, importée était moins compétitive. Là, c'est en train de baisser un peu, donc à voir comment, la compétitivité, évolue. On a une grosse pénurie de main-d'œuvre au Royaume-Uni, notamment suite au Brexit, qui a en fait, bah, donc une pénurie de main-d'œuvre peu qualifiée qui notamment ramasse les fruits et légumes, donc ça a eu un impact aussi sur le coût de la production, qui a augmenté, donc la compétitivité locale qui a baissé et il faut aussi tenir compte, pardon, des spécificités du marché. C'est-à-dire que c'est pas parce un fruit ou un légume va marcher en France qu'il va marcher au Royaume-Uni. On prend l'exemple des pommes, on est sur des calibres qui sont beaucoup plus petits, au Royaume-Uni qu'en France. On va consommer du raisin sans pépins ou des brocolis, tender stem, donc qui sont pas forcément des choses qu'on produit en France. On recherche aussi, par exemple, beaucoup tout ce qui est fruits et légumes miniatures. C'est ce genre de choses qu'il faut garder en tête et autre élément important, spécificité du marché britannique, pour travailler avec la restauration à domicile, il faut leur fournir des prix fixes. On a quand même quelques importateurs majeurs qui travaillent avec la restauration et qui demandent des prix fixes et qui, selon pour qui, selon eux, pardon, pour qui, l'offre française n'est pas nécessairement moins compétitive que les autres pays européens, mais qui nous ont dit que c'était quand même compliqué de travailler en prix fixe avec les Français, que c'était juste pour cette raison qu'ils n'avaient pas de fruits et légumes français dans leur assortiment. Hem, voilà. Du coup, Pauline, je te laisse enchaîner avec l'accès au marché. Merci Margot. Donc clairement, pour une entreprise française, et notamment en particulier une PME française qui souhaite se développer sur le Royaume-Uni, le chemin le plus adapté est en premier lieu, trouver un importateur, un grossiste distributeur, qui va lui donner accès à tous les circuits de distribution, donc que ce soit la grande distribution, le RHF, les épiceries fines, les magasins spécialisés ou même les pure players. Il est à savoir que sur le circuit de distribution, un point de détail, mais qui n'en est pas un, on demandera souvent et parfois systématiquement pour certaines enseignes aux entreprises d'avoir le BRC ou au minimum l'IFS pour pouvoir distribuer dans la GD. Ça dépend des enseignes et dans certaines enseignes, ça dépend des acheteurs et des catégories de produits. Donc il faut le savoir et il faut poser la question systématiquement lors d'un premier contact. Il est possible de travailler en direct, mais donc là, il faut avoir à la fois la capacité logistique de livrer en direct parce que, par exemple, chez des pure players comme Ocado, les commandes peuvent être très fréquentes et très petites. Donc, ça a des coûts et des implications en termes d'organisation logistique qu'il faut avoir en tête. Il faut, pour travailler avec la grande distribution en direct, il faut avoir certains logiciels et spécifique, il faut être prêt à faire de la marque de distributeur.
Je le disais en introduction, les marques de distributeurs sont très appréciées et très respectées des consommateurs britanniques et n'ont pas du tout une image entrée de gamme. Ici, il y a de la marque de distributeur entrée de gamme et il y a aussi beaucoup de produits en marque de distributeur haut de gamme. Et puis, encore une fois, il est aussi possible de travailler en direct avec les circuits RHF, épicerie vide, magasins spécialisés. Mais là, encore une fois, les commandes peuvent être petites. Donc, peut-être que pour certaines entreprises, ce sera plus simple quand même de trouver un importateur grossiste. Dans tous les cas, quand vous trouvez un importateur grossiste, il faut travailler avec lui main dans la main pour pousser vos produits sur le marché. Et on va parler de marketing dans une seconde, mais c'est un des éléments qu'il faut vraiment avoir dans son arc pour accrocher sur ce marché. Si on passe à la slide suivante, et justement les prérequis pour pénétrer sur le marché, la première chose, c'est de garder en tête qu'on est sur un marché qui est hyper concurrentiel, sur lequel tout le monde veut venir proposer ses produits. Donc, c'est très important à la fois de suivre les tendances du marché et d'être vraiment à l'écoute. Et j'en profite pour dire que sur le site internet de la Team France Export, nos équipes publient gratuitement chaque semaine des informations marché sur tous les sous-circuits, sur tous les sous-secteurs de l'agroalimentaire avec des focus sur les produits laitiers, la charcuterie, les fruits et légumes. Donc, n'hésitez pas à consulter toutes ces infos marché sur tous les pays du monde entier, pas seulement sur les pays de ma zone que sont le Royaume-Uni et l'Irlande. Et donc, il faut suivre les tendances et savoir aussi positionner son offre et savoir qui sont ses concurrents sur le marché, qui est déjà là, avec quels produits, à quel prix, avec quelle stratégie marketing. Et puis, positionner son offre, comme le disait Margot, ça peut être aussi d'adapter son produit, d'adapter son packaging. Peut-être qu'une certaine recette fonctionne en France, mais qu'elle a besoin d'être adaptée au Royaume-Uni. Peut-être qu'une innovation va être demandée sur notre marché, comme de mettre de la sauce sucrée au chili sur le camembert pour le faire rôtir au four, n'est pas forcément une innovation qui serait demandée sur un autre marché. Le packaging, j'en parlais, il faut un packaging en anglais, ça c'est évident, mais aussi un packaging hyper clair, hyper facile à comprendre, très attractif. Les Britanniques achètent un packaging avant d'acheter un produit. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, s'il n'est pas dans un beau packaging, clair, facile à lire et facile à comprendre, chez nous, il ne sera pas acheté. Soutien marketing, très, très important. Il est indispensable sur notre marché du fait qu'il soit très concurrentiel et qu'on a des consommateurs qui sont très exigeants et qui ont envie qu'on leur raconte l'histoire d'un produit. Il est indispensable de soutenir toute démarche commerciale par une démarche marketing, voire même de commencer par une démarche marketing pour ensuite ouvrir des portes commerciales. Je vous donne l'exemple d'une marque française qui s'appelle La Vie, qui propose du bacon vegan, qui a fait le pari l'année dernière de lancer des grandes campagnes marketing pour mettre en affichage dans le métro, sur les bus et en 4x3 partout dans le pays et notamment à Londres que c'était impensable que le meilleur bacon vegan du monde et le meilleur bacon vegan français ne soient pas présents dans la GD britannique. Et ils ont été tellement audacieux, tellement impertinents qu'ils ont, à la suite de cette grosse campagne marketing, réussi à négocier des référencements dans la grande distribution. Alors, bien sûr, il faut avoir les budgets pour faire quelque chose comme ça, mais à toutes les échelles, le marketing est indispensable. Il faut aussi être capable d'avoir des relations d'affaires assez fluides avec des acheteurs qui sont très sollicités, qui ont très peu de temps. Donc, il faut savoir pitcher, raconter l'histoire de son entreprise et de son produit et de mettre en avant ses avantages concurrentiels très rapidement dans ce qu'on appelle un pitch commercial à l'oral qui peut durer idéalement dans 3 minutes. En anglais, il faut être réactif, flexible. Margot en parlait, par exemple, sur le fait d'être prêt à proposer des prix fixes sur l'année. Il faut s'adapter au climat d'affaires local et il faut montrer fiabilité et sérieux. Ici, au Royaume-Uni, c'est très important. Gardez en tête que sur certains circuits de distribution, on peut vous demander des certifications spécifiques ou des exigences techniques ou encore des labels particuliers. Donc, bien se renseigner et on est là pour nous, les équipes de Business France, pour vous accompagner dans ce travail-là de préparation. Et puis,
c'est ce qu'on dit depuis le début, on est sur un marché qui est exigeant, qui est très concurrentiel, donc il faut y investir du temps, de l'énergie, on l'a vu, du marketing, donc du budget, et donc une personne dédiée à l'export, voire même si possible une personne dédiée au marché, sera une force certaine pour aborder ce marché. Un dernier point sur l'aspect marketing, qu'est-ce que ça veut dire, pardon, avoir des démarches marketing? C'est faire de la communication sur les réseaux sociaux, avoir un site web en anglais, venir sur les salons professionnels, faire parler de soi, faire parler de soi dans la presse professionnelle. Donc sur les salons, on a des salons professionnels qui sont incontournables au Royaume-Uni. Dans le secteur des produits alimentaires, par exemple, on a 2 salons sur lesquels Business France a des pavillons France, sur lesquels on accueillera en 2023 une quinzaine d'entreprises françaises sur chaque salon, notamment l'International Food Event, qui est un mini-cial à Londres au mois de mars, ou encore le Specialty Fine Food Fair, qui est un salon dédié aux produits gourmets, qui a un fort focus sur le circuit des épiceries fines, qui est à Londres encore au mois de septembre. Donc, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de nous pour voir où est-ce que c'est important et pertinent pour vous d'être présent et de venir présenter vos produits si vous avez des ambitions commerciales sur notre marché. On peut effectivement passer à la slide suivante et faire un petit point sur le Brexit. Alors, bien sûr, le Brexit a complexifié les choses. Aujourd'hui, on a des frontières qui ont été rétablies à l'entrée sur le marché britannique, et donc ça signifie des documents d'exportation pour les entreprises françaises, des formalités d'importation pour leurs importateurs britanniques, des pré-notifications et certains contrôles sur certaines catégories de produits, notamment les produits d'origine animale et les produits d'origine végétale. Le Royaume-Uni retrouve son autonomie réglementaire. Donc aujourd'hui, beaucoup de réglementations sont alignées encore sur celles de l'Union européenne, mais il est possible que les standards de qualité, les signes de qualité dévient progressivement de celles qu'on connaît en Europe. Peut-être que les normes de sécurité alimentaire vont évoluer aussi. On a une politique agricole qui est en train d'être réfléchie au niveau du pays. Et Margot en parlait, on a des prix alimentaires qui sont historiquement très bas. Donc, toutes ces nouvelles formalités, bien sûr, elles prennent du temps, donc elles coûtent un peu d'argent. Donc, il faut s'y préparer. Ça, c'est absolument nécessaire. Néanmoins, on est sur un marché qui, on l'a vu, présente beaucoup d'opportunités, sur lequel la France est très bien placée. Ces nouvelles démarches, elles sont loin d'être insurmontables. Si vous avez déjà une petite expérience sur d'autres pays du grand export, c'est exactement la même chose en fait. On parle des mêmes types de formalités. Donc, un pays qui reste quand même porteur d'opportunités et incontournable pour l'offre française. À savoir que l'accord de commerce et de coopération qui a été signé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni garantit quand même 0 quota et zéro tarif dans la mesure du respect des origines préférentielles. On a un taux fort de dépendance alimentaire, donc un pays qui, quoi qu'il arrive et quoi qu'il mette en avant en termes de on va essayer de produire beaucoup plus en local pour être indépendant. Aujourd'hui, c'est absolument pas une réalité, donc on a besoin d'importation. J'en parlais aussi, on pousse le consommer local, mais aujourd'hui, on a une capacité de production qui est pas suffisante pour répondre aux besoins du pays. Et on a toujours cette très forte appétence pour l'innovation, la nouveauté, la multiculturalité, et donc des consommateurs qui ont quand même toujours encore envie de consommer des produits, des bons produits, des produits innovants et des produits français. Je te repasse la main, Margot. Oui, je reprends la main. Et donc, en fait, toutes les conclusions qu'on vous a présentées ici, vous pouvez avoir beaucoup plus de détails si ça vous intéresse, sur donc l'étude qu'on a publiée cette année, en début d'année 2022, qui a été menée donc, à l'automne 2021. Il y a 7 filières qui ont fait l'objet d'une étude en profondeur. Il y a la filière charcuterie, fromage, produits bio, alternatives végétales, fruits et légumes, équipements agroalimentaires, produits d'épicerie et produits surgelés.
Il y a plus de 40 professionnels qui ont été interviewés, donc vous trouverez, des détails en fait sur les conclusions qu'on a présentées ici rapidement. Hem et donc elle est téléchargeable gratuitement par toutes les entreprises françaises et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que puisqu'on a jugé que c'était quand même un bon, complément, il y a une étude, qui sortira très prochainement sur, l'Irlande parce que finalement l'Irlande a aussi subi directement les conséquences du Brexit et il y a beaucoup de choses à faire, sur ce marché qui est vraiment en quête de nouveaux fournisseurs, assez rapidement. Voilà et donc du coup, c'est la conclusion de cette présentation. Merci beaucoup pour votre attention et donc je ne sais pas s'il y a des questions et même s'il y a des questions a posteriori, après, visionnage du replay, surtout n'hésitez pas, à revenir vers nous. Vous avez les coordonnées de Pauline justement dans ce PowerPoint et bien sûr, nous on est ouvert, pour toute question sur l'étude ou sur la présentation. Et merci beaucoup à Pauline et à Margot. Moi, j'ai juste une petite question, parce que nous, donc c'est vrai que pendant pas mal de temps, là, pendant 2 ans, on n'a pas trop sorti. Là, on recommence à aller sur pas mal de salons à l'international. Est-ce que les acheteurs britanniques sortent de leur pays? Oui, mais ils vont pas partout. Donc, ça dépend vraiment des catégories de produits. Mais par exemple, on a accompagné une délégation d'acheteurs au CIRA assez régulièrement. Cette année, il y en avait quelques-uns qui sont venus au CIAL, bien que ceux qui vont au CIAL aiment aussi surtout venir voir l'IFE. Qui est donc chez eux, ici à Londres. Les acheteurs de fruits et légumes vont sur Food Logistica en Allemagne. Donc, ça dépend vraiment des catégories de produits, mais quand ils peuvent rester en local, ils le font. Mais quand sur les gros salons internationaux incontournables, ils se déplacent quand même. Il y en a quelques-uns qui se déplacent. Mais ce que j'ai bien compris, c'est qu'il faut aller les voir, quoi. Donc, c'est ça qu'il faut. C'est très important, très important. Ça fait un peu partie de cette nécessité de créer du relationnel et de montrer sa motivation à venir sur ce marché. Et donc venir à la fois se montrer sur nos salons locaux, mais aussi rencontrer en one-to-one, en face à face, les acheteurs qu'on a pu rencontrer sur un salon, même dans un autre pays. C'est très important. Et donc, vous aurez une délégation qui viendra au CIRA là, au mois de janvier à Lyon? Oui, très probablement. Voilà, c'est à noter parce que donc nous, l'ANA, on a toujours un pavillon Nouvelle-Aquitaine donc sur le CIRA et on accompagne entre 25 et 30 entreprises à chaque fois qu'il y a une édition du CIRA. Voilà. C'est Très toujours bien. intéressant. Écoutez, merci beaucoup pour votre intervention. Donc nous, on va mettre ce replay en ligne. Et puis donc, j'ai vu que donc vous nous passerez aussi les slides que vous avez diffusés, s'il vous plaît, Margot, puisque comme ça, on va Oui. pouvoir les envoyer à ceux qui ont souhaité participer. Et parce que j'ai vu qu'en cliquant sur ici, on a accès donc à l'étude, c'est ça? C'est ça, oui, il y a le lien de l'étude Ok. qui est dans le PowerPoint. Bon, mais super. Mais merci beaucoup et j'espère qu'on se verra bientôt, peut-être au Royaume-Uni, si jamais. Et puis à une prochaine fois. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci, Au revoir. bonne journée à tous. Au Bonne revoir, bonne journée. journée. Bonne journée.